On dirait un hold-up, lâche le général avec un demi-sourire. C'est vrai, les 4 camions qui stoppent au pied de sa forteresse respirent plus une opération de gangsters que l'activité agricole peinte sur leur bâche. C'est un hold-up, Oulmaz. Celui qui tient la ville sainte tient tous les musulmans de la planète. Le grand Phénicien présente ses péchés capitaux en commençant par les 3 hommes censés appartenir aux services spéciaux turcs. Metin Karakaya, colonel des services secrets turcs et spécialiste en communication. Semal Alif et Mehmed Birgivi, commandant formateur, tous deux anciens janissaires. Oulmaz se met au garde à vous. Les autres font de même. Le dénommé Metin Karakaya remet au général un document A en tête du MIH censé court-circuiter la hiérarchie du commandement. Raphaël Fayad, avocat en droit international, continue le grand Phénicien. Shlomo Benouz, trésorier. Et ces deux-là, vous les connaissez déjà. Adamar, mon garde du corps, et Pharaon, mon secrétaire. Voici les laissez-passer avec les autorisations de débarquement du chargement à Jeddah. Le général Oulmaz Kamal distribue lui-même les documents officiels. Une heure plus tard, il voit apparaître avec stupeur un navire en mer. Blanc, 38 mètres de long, battant pavillon britannique. Bâtiment de plaisance anglais, Oulmaz. Plus adapté pour circuler dans ces eaux. Tirant d'eau, 4 mètres. Moteur, 250 chevaux, avec un équipage de 5 Britanniques. Le port de pêche étant étroit pour accoster, le navire stationne à 200 mètres. Tous les pêcheurs sont réquisitionnés pour transporter en barque la 50aine de caisses déchargées des camions par les soldats. Au passage, le général a souhaité qu'on lui ouvre une caisse. Il a jaugé les fusils britanniques, Martini Henry, les explosifs. Maintenant, il désire également visiter le navire. Ce n'est pas une inspection, mais ça y ressemble. Se méfie-t-il? Est-il simplement curieux? Parvenu sur le pont, on lui présente le capitaine du navire, un métis aux yeux torves. Puis-je voir la cargaison? On le fait descendre dans les soutes du navire. On lui présente du matériel de forage, un énorme moteur, une quantité de tiges longues de 9 mètres. Le grand Phénicien fait le guide, étale ses compétences. Sauf qu'il ne parle jamais de pétrole, mais d'eau. Ce puissant moteur est un Rotary américain, 8 vitesses. Il forge jusqu'à 1000 mètres. Les tiges que tu vois là sont vissées entre elles au fur et à mesure des forages pour progresser de plus en plus profond. Le général marche entre des pièces métalliques de diverses dimensions, empilées les unes sur les autres et munies de dents. Ces outils de forage se fixent en bout de colonne, reprend le grand Phénicien. Tricône, carbure de tungstène, trilame. Il y en a pour tous les sols. Roche, argile, schiste, calcaire, quartzite. Ceci est la pompe d'extraction. Les tubes que tu vois là-bas bien rangés sont soudés pour construire le tuyau d'alimentation. Tout ça pour creuser des puits? La Mecque se remplira d'eau, Oulmaz. Ce sera un écrin de verdure. Nous faisons un beau cadeau à ces Bédouins. Nous leur apportons le monde moderne, général. Ils nous témoigneront une reconnaissance éternelle. Mais faire exploser la Kaaba, tout de même... Le Turc ne peut s'empêcher d'avoir un frisson. Ce point du plan est la seule chose qu'il tracasse. Quoi? Serait-il superstitieux? Parce qu'il y aura des milliers de pèlerins tout autour. Ne t'inquiète pas, Oulmaz. Nous ferons ça de nuit. Ah bon? Le navire a pris le large. Il longe l'étroit golfe d'Aqaba sur 160 km, passe en vue de l'île de Tiran, où les eaux font la jonction avec le golfe de Suez. Tout de suite après, l'équipage aperçoit les navires de pèlerins ayant passé le canal de Suez, avec sur leur pont des milliers de croyants entassés. Réunion au sommet, mes enfants, fait le grand Phénicien en mastiquant posément un gros chewing-gum.
Dans le réfectoire sont réunis ces 7 péchés capitaux. Le lymphatique Adamar qui utilise 3 ou 4 neurones pour réfléchir, mais dont la fidélité est à toute épreuve. L'ancien secrétaire Pharaon qui s'est admirablement adapté au temps moderne. Raphaël Fayad, son jeune avocat, à l'intelligence vicieuse. Son trésorier Shlomo Benouz, l'apatride aux cheveux bouclés, avec ses yeux rapprochés l'un de l'autre et son front fuyant. Sous sa piètre apparence, il est le seul dont la physionomie exprime de la méchanceté. Et sa démarche. Lorsqu'il cherche le bon tabouret sur lequel asseoir son large fessier carré, il est aussi furtif qu'un chat. Semal Alif, de son vrai nom Karl, dit Ali, un Allemand, peut-être le plus criminel de tous. C'est le plus balafré. Il est en train d'astiquer son long poignard droit, vénérant cette arme à laquelle il a même donné le nom d'un dieu de guerre nordique, Irmine. Mehmet Birgevi, en vérité Kim Phillips, officier anglais de la marine, débauché du MI6, le service secret britannique, Military Intelligence Section 6, un rouquin orgueilleux comme un soleil d'été, capable de prendre tous les risques. Metin Karakaya, provenant du MIH, le service secret ottoman, Mili Istibarat Hizmeti, spécialiste en communication, dépravé sexuel peut-être encore plus pervers qu'Edwin Lawrence, l'anglais, alias Dundar, actuellement en train de voler vers sa prochaine escale. Ces deux-là font d'ailleurs double emploi dans la luxure. Première histoire. Nous allons à la Mecque. Or, aucun de vous n'est musulman. Rire. Pharaon et Métine tentent de protester, mais le maître les cloue sur leur tabouret. Oh, toi le scribe, depuis 15 ans que je te connais, je ne t'ai jamais vu faire ramadan ni prier. Et toi, Métine, tu es un alévi. Ce n'est pas considéré comme musulman. Franche rigolade. Vous devez avoir l'air de musulman. Pour la partie catéchisme, Pharaon vous fera un cours succinct pendant le voyage. Vous devez ressembler à des Arabes, même quand vous serez à poil. Tête rasée et avec le truc blanc autour du bide. Toi, le scribe, et toi, Adamar, pas de problème avec vos têtes de voyous. Toi, Shlomo, non plus, avec ta bobine de cauchemar. Raphaël, tu dois te laisser pousser la moustache d'urgence. Vous, Métine et Karl, elle ne pousse pas vite cette barbe. Et toi, le British, dit-il en désignant Kim, ça ne va pas du tout. Teins-toi les cheveux, sois un peu négligé, pas trop. Prends exemple sur ton collègue Edwin. Personne n'ose dire au patron que lui-même ne porte ni barbe, ni moustache, et qu'il n'est pas prêt d'en avoir, vu son système pileux qui tient plus du poupon que du mal. Le maître tape dans ses mains. Concentrez-vous, j'explique. Ces 7-là pétillent d'intelligence. Quelle bonne équipe. Sur la table, il dépose un gros tas de chewing-gum, des Juicy Fruit, reçus récemment d'un de ses contacts américains. Servez-vous, servez-vous. Avec son chewing-gum, il s'applique à faire une bulle qui éclate. Ça ne se mange pas, ça se mâche. Pour faire des bulles, mettez-en 2 dans la bouche. Ce n'est pas compliqué. Mastiquez fort. Avec la langue, faites une poche dans le chewing-gum. Ensuite, soufflez, ni trop lentement ni trop fort. Regardez la bulle pendant qu'elle gonfle. Quand elle deviendra fine, elle explosera. Si vous n'y arrivez pas la première fois, essayez encore. Durant l'exposition du maître, il n'est pas interdit de s'entraîner. Sur fond de mastication intense et de bulles la plupart du temps réussies, le grand Phénicien expose son plan, lequel diffère de celui exposé la veille au général turc. Dans ce scénario numéro 2, spécial Zayed, le neveu d'Hussein, après avoir conquis la Mecque, attaquera les garnisons turques de la Mecque, de Djeddah et de Médine et coupera la ligne de chemin de fer du Hedjaz. Quelques explications sont données sur le prince Zayed, sa place dans la dynastie des Hachémites, qui garde les lieux saints depuis le XIIe siècle, les luttes au sein des branches de cette famille, etc., etc. Les armes pour les hommes de Zayed seront déchargées demain à Douba. Toi, Kim, tu resteras auprès de Zayed et de ses hommes.
Yes. Le lendemain, nous débarquerons à Al-Wadj, le matériel de forage et ce que j'amènerai avec moi. Vous deux, Adamar et Pharaon, vous avez la mission de monter la caravane pour la mener à Dalm. Vous prendrez avec vous Raphaël et Shlomo. Je vous rejoindrai en avion et je surgirai soudainement du nord-est pour voyager en caravane, comme les pauvres, ceux qui viennent de Bassora. Ben oui, je ne vais tout de même pas arriver à la Mecque en avion. Nous retrouverons Zayed 20 km avant la Mecque. C'est clair? Jusque-là, tout le monde suit. Dans le scénario numéro 3, entrent en scène des gens dont vous n'avez jamais entendu parler. Des personnages qui sortent du chapeau au dernier moment. La bande se rapproche instinctivement de la table. Dès que Zayed aura pris la Mecque, il croira avoir le champ libre. Mais, ô surprise, il sera attaqué. Par qui? Pharaon, déjà au courant, se tait. Les mandibules s'activent sur les chewing-gums. Quelques bulles explosent. Shlomo se risque. Les Jainas? Léger mouvement de dénégation de la tête du grand Phénicien. Une tribu yéménite, émet Mehmed. Non. Les Athéba, tente à son tour Adamar. Toujours non. Silence. Personne n'ose risquer une idée qui le ferait passer pour un imbécile. Ce seront les Kharidjites. Chut. Secret. Oubliez ces mots dès que j'aurai fini d'en parler. Les Kharidjites vont arriver comme ceux que personne n'attend. C'est le scénario numéro 3, spécial Kharidjite. Le mâchage du chewing-gum reste au point mort. Explication. Kharidjite signifie dissident. Ils forment une secte puissante apparue en Arabie au début de l'islam. Des Arabes qui pratiquent l'islam pur, disent-ils. Le seul et véritable islam. Ils admettent l'authenticité du Coran, mais refusent aux prophètes et aux descendants d'Ali tout caractère divin. Pour eux, tout ce qui s'est passé avant l'islam est Jahiliya, le temps de l'ignorance. Ils imposent un avis unique sur les sujets dont discutent les savants. Tous ceux qui ne sont pas d'accord sont des égarés. Pour eux, les soufis, les chiites, et j'en passe, sont des mécréants coupables d'hérésie. Vas-y, toi, fait-il à Pharaon. Moi, je suis déjà fatigué. Le scribe à la gueule de pirate allume une gauloise caporale et enchaîne avec aisance. Dans le Nejdj, une région du centre de l'Arabie, les Kharidjites se sont fédérés autour d'un puissant cheikh bédouin nommé Sadoum. Avec lui, la doctrine kharidjite s'est répandue à toute vitesse en Arabie jusqu'à devenir redoutable. En 1802, ils se sont emparés de la Mecque durant quelques mois. Ils en ont été chassés par le vice-roi d'Égypte, Mehemet Ali. Ils menaçaient d'envahir le Caire. Là, ils ont été arrêtés par les Mamelouks. Alors, ils se sont emparés de Damas en Syrie et de Médine. Et après, je m'en souviens plus. En 1812, reprend précisément Métine, le pacha d'Égypte, Mohamed Ali, les a poursuivis jusqu'en Arabie. Il leur a mis la pâtée. Il voulait les exterminer, mais il est mort avant. Son fils Ibrahim a continué. Il a traversé l'Arabie, a envahi leur territoire et a fait prisonnier Soram, fils du cheikh Sadoum, qu'il a envoyé à Constantinople, où le sultan l'a fait exécuter en 1818. Fini l'histoire. Pas du tout, reprend le grand Phénicien. Ces Kharidjites sont aussi durs à exterminer que des scorpions. Aujourd'hui, ils ont retrouvé toute leur puissance, avec 10 000 guerriers prêts à prendre le pouvoir. Alors, nous allons les utiliser. Nous allons leur donner un coup de pouce. Et pourquoi on mise sur les plus abrutis de tous? Lance Raphaël. Justement, parce qu'ils sont bornés. Avec eux, tout est haram, illicite, interdit, sauf la monnaie. Alors, je vous demande une chose. Si sur la route, il y a un problème avec des Kharidjites, il est essentiel de ne pas se fâcher avec eux. C'est clair? Aléa Jacta Est. Métine et Karl, vous serez les barbus. Vous resterez avec moi pour le scénario numéro 3, spécial Kharidjite. Vous apporterez les armes modernes que vous leur donnerez quand je vous le dirai. Pas avant. D'abord, je dois négocier avec eux.
Le grand Phénicien se lève. Sa dernière bulle, bien claquante, sonne la fin de la réunion. Maintenant, Pharaon va vous faire le catéchisme. Écoutez-le bien.